Donc, très rapidement, je vais vous parler du TDD, Test Driven Development. Pour les rares dans la salle qui ne sauraient pas qui je suis, je m'appelle Nicolas Perru, je travaille dans une banque, comme ça se devine, et je viens de travailler pour autre chose qu'une banque, et je m'en réjouis. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le Test Driven Development. Qu'est-ce que c'est, donc, et surtout pourquoi, malgré le nom que ça porte, l'intérêt, c'est pas seulement les tests dans la méthodologie. Donc, je vais juste commencer par décrire un petit peu de quoi il s'agit et quelques concepts du test driven development, puis après, justement, je vais prendre le sujet en expliquant pourquoi il y a beaucoup plus que les tests dans la méthodologie. Voilà. Voilà. Alors, le principe, c'est d'écrire les tests en premier. C'est-à-dire qu'avant d'écrire une quelconque ligne de code, on commence par écrire son test. Un des avantages de faire ça, au-delà du fait qu'on est sûr qu'on aura écrit le test et qu'on ne va pas laisser ça après vite fait sous le tapis, c'est que on va être obligé de se poser la question de qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait, qu'est-ce qu'on doit réellement implémenter. Quand je commence à écrire un test, la première question, ça reste quand même de dire c'est bien, mais qu'est-ce que je dois tester en fait, donc du coup qu'est-ce que je dois faire, etc. Et un des énormes avantages de tout ça, ça va être de réaliser, de lever des grosses incertitudes fonctionnelles en général assez vite, c'est-à-dire ah oui, mais dans le cas où limite, du coup qu'est-ce qui se passe, etc. Et ça va permettre de ramener assez vite, de vraiment se poser la bonne question de qu'est-ce que je dois implémenter en fait. Le pattern principal du TDD, c'est le Red Green Refactor. Donc le concept, c'est qu'on va commencer par écrire un test qui plante, c'est-à-dire qu'on va avoir un test qui compile mais qui est en erreur, pour vérifier que justement c'est le code qu'on va écrire qui le fait passer. Ça va permettre de bien déterminer justement qu'on a bien fait passer le test, en fait, que le test il passe pas, que le code qu'on a écrit fait passer le test. En fait. Donc ça, c'est les 3 étapes justement. Donc la première étape, c'est on écrit un test qui plante, on est en red. Ensuite, on écrit le code qui fait passer le test, c'est en green, et à ce moment-là, après, on se pose des questions pour savoir si ce qu'on a écrit n'était pas très élégant, donc on le refactor, etc. Donc, c'est la 3e étape. Donc, le cercle de la vie du Red Green Refactor. Voilà. Une autre notion assez intéressante dans le TDD, c'est le baby step. C'est que ce qu'on essaie de faire en TDD très souvent aussi, c'est de travailler vraiment par toutes petites unités d'incrémentation. C'est donc de faire des développements qui soient le plus minime possible et de vérifier qu'à chaque fois, ce qu'on vient de développer ne casse rien, ne trouve pas de régression, etc. Donc l'idée, c'est d'empiler petit à petit les fonctionnalités, justement, sans introduire de régression, en vérifiant justement avec les tests qu'on n'introduit pas de régression. Et le concept du baby step, c'est vraiment de réduire ça à la plus petite unité de travail possible pour pas commencer une méthode avec 150 minutes de code et puis s'apercevoir après qu'en fait non, ça marche pas et de rentrer dans un cercle où on va devoir trouver le problème vraiment petit à petit. Et pour arriver à ça, il y a quelque chose qui est assez intéressant, ça s'appelle le rush to green. Donc par rapport au schéma qu'on a vu tout à l'heure avec le Red Green Refactor, le concept en TDD, c'est très souvent de dire j'écris mon test, il plante, et je me dépêche de le faire passer. Je vais écrire du code rapidement, et pas forcément le plus élégant, mais celui qui fait passer le test le plus vite possible, pour en gros avoir du code qui marche le plus rapidement possible. Et ensuite, je vais me poser la question de le 14e if bloqué, je vais peut-être refactorer un petit peu, etc. Et je vais faire mon refactor couvert par les tests. Et ça, c'est l'aspect intéressant, c'est justement que le refactoring va permettre à ce moment-là de faire émerger des patterns de code intéressants, etc. Mais ça, j'y reviendrai. Donc voilà. Des notions qui sont intéressantes pour les tests, qui sont valables au-delà du test driven development, mais qui en fait en TDD justement sont primordiales, c'est que les tests doivent être unitaires. Alors de facto en TDD ils le sont puisqu'on commence par écrire un test pour faire quelque chose et on va l'implémenter directement derrière la méthode, donc ils seront forcément unitaires. Et puis les tests doivent tourner rapidement. Étant donné qu'on va passer notre temps à faire du refactor et à vérifier qu'on n'a rien cassé en tournant les tests, ça paraît assez évident dans cette méthodologie-là que si les tests sont pas rapides, on va perdre un temps fabuleux. Donc en fait ce qui est intéressant vis-à-vis de ça pour moi c'est le fait que ces 2 notions là sont là pour n'importe quel type de test, mais elles sont particulièrement primordiales et elles apparaissent totalement évidentes dans la méthodologie du test driven development. Voilà. Et donc au-delà de la méthodologie, il y a quelques points en fait qui apparaissent et qui me paraissent primordiales justement dans le test driven development et qui vont au-delà des tests. Ce que j'aime bien, en général, c'est le... Alors là, je reprends les mots de Xavier, qui nous a appris il y a longtemps. C'est l'emergent design, en fait. Alors, c'est pas marqué sur slide, mais parce que comme ça, vous êtes obligé de suivre.
Donc l'emergent design, en fait, ce qui est intéressant, c'est justement avec le rush to green, avec le fait qu'on implémente des fonctionnalités simples à chaque fois, on n'a pas forcément une solution pensée a priori. En fait, au fur et à mesure de l'écriture des tests et du rush to green et des refactoring, on va faire apparaître une solution qui sera élégante, mais qui ne sera pas pensée a priori. En fait, on va la faire apparaître au fur et à mesure du développement, et surtout, on va arriver à des solutions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé en début de problème. Et ça, c'est en général des choses assez intéressantes. On n'a pas besoin d'un gros big design up front, et ça évite justement, du coup, ça se permet de se passer des départements d'architecture. Donc, comme ça, c'est mon troll de la semaine. Un autre aspect intéressant, c'est Going on a Bit. C'est le fait que ce qu'on écrit comme code, c'est celui dont on a besoin, ni plus ni moins. Et ça, en fait, c'est l'illustration, là, c'est un volant de Formule 1, en fait. Et bizarrement, on n'a pas ce genre de volant sur nos Clio, il y a une raison. Et très souvent, en fait, on se rend compte, quand on a justement des développements qui ne sont pas vraiment en TDD, on se rend compte qu'on a énormément de développement où on pense ouais, mais alors si un jour j'ai besoin d'un truc qui fera le café, etc. Donc on se retrouve vite avec le si un jour, c'est une phrase radicale en général. On a vite besoin, on se retrouve vite avec des classes avec 6 paramètres génériques et 12 et une hiérarchie de classes de la mort qui tue. Et en fait, justement, un des intérêts pour moi de la méthodologie, c'est qu'on va écrire vraiment que le code dont on a besoin, et au final, on écrit que ce qui est nécessaire pour résoudre notre problème. Ça ne fera pas beaucoup de choses d'autres éventuellement, mais ça va résoudre le problème. Et si on a besoin de rajouter des fonctionnalités, on va rajouter des tests et on va continuer cette méthode de je me dépêche de faire passer le test, je refactor, etc. Donc voilà. Alors justement, dans tout ça, ce qui est assez intéressant du coup, c'est que le test, c'est presque un effet de bord de la méthodologie. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin du développement, notre code est testé, alors c'est un effet de bord quand même sacrément positif, mais finalement, le plus important dans toute la méthodologie, ça reste qu'on va avoir un design émergent, on va avoir justement du code qui est simplifié, qui reste simple et qui est que ce qui est nécessaire, et en plus de ça, le code est testé. Mais dans cet ordre-là, en fait, c'est ça. Enfin, ce qui est assez intéressant justement, c'est que c'est plus dans cet ordre-là que le fait d'avoir que des tests. À mon sens, en tout cas. Voilà. Et puis un petit point sur le fait que comment ça se passe dans la vraie vie, parce que tout ça c'est toujours mignon, mais dans la vraie vie, comment on fait pour mettre du TDD en place. Le constat que j'en fais, c'est que c'est dur. C'est extrêmement dur en fait. Ça prend un temps fou d'écrire des tests corrects, d'arriver à faire des tests qui soient réellement unitaires. En général, on travaille tous sur du code legacy et je pense que tout le monde a son anecdote dans la salle pour raconter la pire horreur qu'il a vue qui était absolument intestable. Donc en fait, ça prend énormément de temps déjà d'apprendre à écrire correctement ces tests. Et donc pour apprendre à écrire correctement ces tests, et là je passe en mode promotion, l'idée c'est d'aller dans des coding dojo. Donc il y en a qui sont organisés par le job, il y en a qui vont être réorganisés par le job très bientôt. Et les deux choses aussi encore, un des aspects où c'est, j'espère que j'ai pas besoin de vous convaincre que c'est quelque chose qui est en général très payant, de prendre le temps de bien écrire son test, etc., et même de l'écrire avant. Notamment le fait d'avoir un test qui évite les régressions, etc. Ça, je pense que c'est en général assez évident, mais on ne le répète pas assez. Et un autre aspect intéressant, c'est qu'on fonctionne de la façon dont les IDE sont conçus aussi dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand vous regardez votre IDE, en général, il est plus fait pour écrire d'abord l'usage et puis ensuite générer la définition, plutôt que le contraire, qui est en fait la façon dont la plupart des gens ont appris à programmer, d'écrire d'abord sa jolie classe, machin, puis après d'écrire son usage avec son new. Et tous les IDE sont faits pour fonctionner dans l'autre sens, avec de la génération de code. Enfin, le TDD, en fait, quand on se retrouve en TDD, on se rend compte que l'IDE est vraiment fait pour fonctionner comme ça. Et donc c'est aussi un aspect intéressant, d'utiliser l'outil, ce pourquoi il est conçu. Voilà. Et puis, c'était ouvert aux questions éventuelles. Voilà. J'espère que vous avez convaincu qu'il faut tous passer au TDD. À quel moment tu fais de l'algorithmique des fois, moi je vois la tendance en TDD, tu fais des choses simples mais brute force, quoi. Et des fois, il y a un gradient à prendre entre les deux, quoi. Tu as déjà remarqué ça. C'est qu'il y a un moment, on a les solutions les plus simples, mais moi, l'expérience des fois, que j'ai vu, c'est que tu réfléchis à ton algorithme. C'est vachement brute force. Et c'est pas super évident de trouver le bon moment pour refactorer ça. Ouais, de ce que j'en avais vu moi, c'est que l'expérience récente qu'on a faite justement pour Code Story avec les ascenseurs, si vous connaissez comme
c'est que justement on a fait un TDD avec Jean-Baptiste. Et un des aspects intéressants, c'était qu'on a quand même pensé à notre algorithme à peu près là où on voulait aller en fait. On savait quel algorithme plus ou moins on devait faire, et en fait on posait les contraintes vis-à-vis de cet algorithme-là. C'est-à-dire que les tests qu'on a écrits étaient avec quand même l'algorithme qui était pensé. Par contre, on n'avait pas d'implémentation en tête. On avait notre algorithme, on ne savait pas du tout quelle gueule allait avoir notre code à la fin. Donc c'est vrai que c'est toujours, c'est ce que j'explique là en disant c'est dur quoi. C'est justement il y a un moment où tu sais jamais où mettre la frontière entre je respecte une méthodologie stricto sensu et j'ai quand même un peu d'intelligence quoi. Donc le curseur il est pas toujours évident à placer. Je suis d'accord. La difficulté que j'ai avec le TDD en fait, au quotidien dans l'entreprise, c'est qu'on a beaucoup de code qui fait appel aux données. Et c'est un peu compliqué d'écrire des tests vraiment unitaires. On a tout de suite tenté de faire des tests d'intégration, des tests fonctionnels qui tapent dans la base. Ça, t'es limite pas t'es pas tellement en accord avec le TDD ou pas. Ouais. Là, ton problème, c'est j'ai du code legacy, comment on le teste. Pas forcément du code de legacy, mais du code, contrairement au code traitement, aujourd'hui j'écris du code pour aller chercher des éléments d'une base. Ça m'intéressait quand même de le tester, mais du coup mon test il est plus unitaire. Donc on tombe dans les test d'intégration, on tombe dans ces problèmes les suites de tests, pas te mettre des plombs à passer. Après ton curseur il est à savoir où est-ce que tu places entre justement est-ce que j'ai un traitement à faire et du coup ça vaut le coup que je fasse un test etc. ou est-ce que je recrache une donnée directement depuis une base et dans ce cas-là effectivement le test unitaire n'a pas franchement d'intérêt dans ma couche. Bah si, il y a l'intérêt pour l'organisation par exemple, même sur une bête requête SQL par exemple qui va remonter des données, on n'aimerait bien savoir avoir un test qui permet de savoir si tu as remonté les bonnes données. Mais ça en général, je trouve que tu le résous pas, on est un peu en dehors du TDD quand même. Mais tu le résous pas forcément justement en faisant un test d'intégration, etc. Ce que j'ai tendance à faire dans ces cas-là, c'est justement à rendre le test le plus unitaire possible en temps une base embarquée, etc. Si on veut rendre vite, etc. Plutôt d'aller taper un service et rendre mon test dépendant d'autres choses. Il y a du mock, mais du mock par exemple quand tu as de la persistance inherente, etc. Le problème c'est comment tu gères que ton mapping tape comme il faut, il est généré comme il faut, etc. Tu as quand même des trucs comme ça où tu es bien content de tester ta conf avant de. J'ai un nom de Java pour ceux qui peut-être pas suivi. Moi j'ai du mal à trouver le curseur en fait, avec l'approche proche du TDD, entre écrire beaucoup de tests. Beaucoup de code lié au test, par exemple en faisant du mocking, etc. Le code écrit, ça devient un code legacy tout de suite, dans le sens où derrière il a un coût à tenir, à faire évoluer, etc. Et la tentation de sortir du dogme test unitaire et aller vers plus d'autres tests d'intégration qui posent aussi ces problèmes. De trouver le curseur en fait, ou mettre le curseur entre les deux, c'est assez difficile, surtout sur des applications orientées gestion où quelque part on passe quand même pas mal de. On écrit beaucoup de code qui manipule les données en fait. Je demande de choses que oui. C'est d'abord cette miracle, c'est pas. Non, j'en ai pas. Je peux pas choisir. Bah oui, c'est le curseur, à quel moment t'arrêtes de moquer et tu. Enfin pour moi là c'est plus sur du TDD, hein, donc ça t'es sur des questions de test, j'ai du code comme on On peut fait du TDD du bloc.